Bonjour à toutes et tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler de l'Opel Frontera Hybrid 145. Mais avant, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, c'est très important pour nous. Aujourd'hui donc je vous présente cette Opel Frontera dans sa version Hybrid 145. C'est mis dans le nom, ça veut dire qu'il y a un moteur essence avec un support électrique. On verra ça plus tard. On va bien entendu parler dans cet essai du design de cette Opel Frontera. On va parler de son habitacle et de la vie à bord, c'est important. Il annonce jusqu'à 7 places dans certaines versions. On va parler de la vie numérique et de la connectivité. On abordera les spécifications techniques et ses performances avant de le conduire, de voir ce que ça donne sur la route. Enfin, on parlera de son prix, c'est très important, et de ses concurrentes pour voir s'il est bien placé et s'il a une chance de réussir. Alors cet Opel Frontera, il fait renaître une appellation qui correspond à un modèle qui était plutôt typé tout-terrain SUV et de plus grand format. Ici, il s'agit d'un SUV du segment B qui vient remplacer l'Opel Crossland. Et on change complètement d'univers physique puisqu'on a plutôt des lignes un peu boxy, carrées comme ceci, plus typé SUV avec un capot plat, bien entendu. Mais de manière générale, on reste dans des dimensions qui sont relativement contenues. On reviendra dessus plus tard. Ici, on a quand même un véhicule qui, de manière générale, dans son design global, ressemble très fort à son cousin, le Citroën C3 Aircross. Il s'en différencie donc principalement par sa face avant et le traitement de la signature lumineuse à l'arrière. Et donc à l'avant, qu'est-ce qu'on reconnaît? La nouvelle signature de chez Opel avec les trois petits éléments ici qui vont s'illuminer en éclairage diurne. On a bien entendu également le fameux Opel Visor. Bien qu'ici il y ait un moteur thermique dedans, ça reste un élément plein. Il n'y a pas de calandre classique puisqu'il y a une aération ici et là avec la possibilité de refroidir donc le radiateur, le moteur, etc. Alors, dans la finition que l'on a ici, le logo est noir, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et on retrouve également quelques petits éléments qui font penser à un modèle plus aventureux, comme le plastique ici gris clair qui fait un rappel aux protections en acier ou en aluminium. Un look assez carré comme vous pouvez le voir. L'objectif est de donner une impression de solidité, de robustesse. Au niveau du profil, on remarquera un empattement assez long, des ailes qui sont plutôt musclées, carrées, et donc à l'arrière, la même signature lumineuse qui va le différencier principalement de son cousin, je le rappelle, le Citroën C3 Aircross, avec lequel il partage la même plateforme, la fameuse plateforme Smart Car du groupe Stellantis. Alors premier détail, c'est une voiture économique, donc ici il n'y a pas de haillons automatisés, hein, c'est des vérins classiques. Et on arrive sur un coffre ici qui va être à 460 litres d'après le constructeur. Mais attention, petit détail, c'est 460 litres en comptant l'espace sous le plancher affleurant. Ça, vous le perdez si vous avez la version électrique ou la version 7 places. Une option à 800 € uniquement sur les versions non électriques, on le précise. Mais sinon, voilà, vous voyez, il y a une belle profondeur. Il y a de quoi ranger tous les équipements pour une famille dynamique. Et bien entendu, voiture économique également, la banquette est rabattable en deux parties, 40-60, mais pas de tirette ici. Ça n'est pas très compliqué quand même. Hop, voilà, le geste est simple. Et on a un plancher plat. Donc ça reste vraiment très pratique sur ce plan-là. Il n'y a rien à redire, c'est bien fait. Avec la petite planche à chapeau pliable mais rigide qui permet de supporter des objets un peu plus lourds. Maintenant, voyons voir si à l'arrière, elle tient ses promesses avec de l'espace, même pour un grand comme moi. Alors pour accéder à l'arrière, vous voyez, hein, l'ouverture n'est pas exceptionnelle, mais elle est dans la norme. On a des appuis-têtes réglables, ça c'est pas mal du tout. Et on a quand même pas mal de place, l'air de rien. Ici, c'est réglé pour un conducteur un peu plus grand que moi. Et donc, on peut mettre facilement deux personnes d'1,85 m l'une derrière l'autre. Il n'y aura pas de souci. Au milieu, on a toujours le tunnel de transmission. Mais on peut quand même s'asseoir. On ne mettra pas trois adultes comme moi ici, sauf si vous voulez juste pour aller chez le boulanger. Mais voilà. C'est quand même plutôt bien. Au niveau garde au toit, c'est très généreux puisqu'il n'y a pas de toit panoramique sur cette voiture. Et on remarquera également qu'il y a de petits détails un peu pratiques. Donc simplement, on a la poche aumônière classique ici, mais on a également la possibilité de mettre son smartphone par exemple ici, ou de mettre une petite tablette là, ou de petits objets. Ça, c'est plutôt bien vu. Autre détail pratique qui n'est pas toujours là, même sur des voitures haut de gamme maintenant, c'est les poignées de maintien. C'est quand même bien si on veut rouler un petit peu sur des surfaces caouteuses ou quoi. Mais voilà, en termes de finition, il n'y a pas de miracle.
plastique dur qui peuvent s'abîmer un peu vite, ça c'est un peu dommage, mais des petites attentions avec toujours ce tissu ici en matériaux recyclés, des bacs de porte qui sont quasi inutilisables, ça c'est un peu dommage parce que c'est censé être une voiture familiale, donc avec des enfants, des choses à ranger basiquement. On retiendra également une prise 12 volts ici, deux prises USB-C, donc ça c'est pratique également pour recharger les téléphones, etc. Bilan à l'arrière, il y a de la place. Il y a du confort, les sièges sont plutôt agréables, mais on ne va pas au-delà du strict nécessaire. Alors, à l'avant, déjà, on est plutôt bien assis, avec des sièges AGR sur cette finition GS, qui ont la spécificité de s'appeler IntelliSeat, avec une innovation selon Opel, ce creux ici dans la mousse, qui doit permettre de réduire la pression juste ici, au bas du dos, sur la colonne vertébrale, et donc améliorer le confort sur les longues distances. Très honnêtement, c'est plus du marketing qu'autre chose. Les anciens sièges AGR étaient quand même de meilleure qualité. Je roule dans une Astra, donc je sais de quoi je parle ici. Mais bon, voilà. Au niveau de l'habitacle, à l'avant comme à l'arrière, les plastiques durs sont légion. On a quelques petits détails ici qui donnent un petit côté un peu plus chic pour cette version. On a les deux écrans parce que finition haute. On rappellera que sur la finition de base, vous avez juste un support pour votre smartphone. Mais on a également des petits équipements confortables. On a la recharge par induction pour votre smartphone, deux ports USB-C, des porte-gobelets qui ont un petit côté Opel quand même avec ces sangles un petit peu innovante, estampillé flex comme souvent sur les petits trucs un peu intelligents chez Opel, mais avec des plastiques durs, c'est-à-dire qu'on voit déjà ici la voiture n'a pas grand-chose comme kilomètre, mais elle a déjà les plastiques abîmés, des griffures dedans, c'est un peu dommage. On a tout ce module-ci qui sert pas à grand-chose, si ce n'est à accueillir le petit module de transmission, typiquement Stellantis, donc vous allez dans une Peugeot, une Citroën ou peu importe, vous avez la même chose, soit un petit espace de rangement et un accoudoir central un peu étroit mais profond, donc c'est pratique. Chose intéressante, on a toujours une vraie boîte à gants, ça c'est pas mal quand même, au niveau pratique également, et ce petit espace antidérapant sur lequel on peut mettre des clés, son petit smartphone, etc. Donc voilà, bilan à l'avant, plutôt pas mal, on a une très bonne visibilité. On va regarder un petit peu maintenant ce que ça donne au niveau des écrans, mais bon, pour ça il faut démarrer la voiture, et petit rappel, c'est très à l'ancienne et très économique, il faut toujours rentrer sa clé et la tourner pour pouvoir démarrer et avoir accès aux écrans. Alors, au niveau des écrans, on a deux éléments. Le bloc d'instruments ici, l'infodivertissement là. Je rappelle donc sur la version de base, on a juste un support pour le smartphone. Mais donc ici, ça signifie qu'on a la navigation intégrée entre autres, avec un raccourci ici si on le veut. On a le multimédia comme on le veut. Alors, on a Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ça, c'est pas mal quand même. On a la consommation qui se trouve ici, le niveau de charge, etc. là. Donc, vous voyez, c'est simple, efficace. J'ai envie de dire presque Opel, mais rien d'exceptionnel. On reste quand même vraiment dans une voiture très basique dans sa définition. Alors, le Frontera, c'est un SUV du segment B. Alors, à la limite du segment B, parce que quand je lis la fiche technique, je vois 4,385 m de long. On est vraiment à la limite des petits SUV, ici, dans le cas présent. En largeur, on a un peu moins d'1,80 m, hauteur 1,65 m, donc ça reste raisonnable. Et un empattement de 2,67 m, on l'a vu, ça libère quand même pas mal de place à l'intérieur. Mais surtout, ce qui nous intéresse pour cette version Hybrid 145, c'est ce qui se passe sous le capot. Donc, Hybrid, vous l'aurez compris, c'est un moteur essence avec une aide électrique, mais comment ça se passe exactement? Alors, premier détail, on voit que c'est un modèle à vocation économique, il n'y a pas de vérin, on a encore une bonne vieille béquille, et on retrouve ici le 1,3 litre de chez PSA, devenu Stellantis. Attention, ce n'est plus exactement le PureTech. A priori, les problèmes ont été résolus grâce au remplacement de la courroie par une chaîne de distribution. Mais le moteur développe 136 chevaux et reçoit le support d'un moteur électrique placé dans la boîte de vitesse robotisée à double embrayage et 6 rapports qui développe 28 chevaux. Au total, on a une puissance combinée de 145 chevaux pour un couple de 230 Nm disponible sur une large plage de régime. Alors, ces 145 chevaux cumulés, on s'entend bien, et ces 230 Nm, ils doivent servir à propulser un véhicule qui pèse 1400 kg environ en ordre de marche, avec une personne à bord donc. Ça lui permet de monter à 196, 196 km/h en vitesse maxi, et un 0 à 100 en 8 secondes 4, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais ce qui est important, c'est que cette hybridation, selon Opel, permet de rouler plus de 50% du temps en ville en mode électrique.
Donc, Opel revendique pour ce modèle une consommation moyenne WLTP qui varie entre 5,2 litres et 5,4 litres au 100 selon la configuration exacte et des émissions de CO2 entre 118 et 122 grammes au kilomètre. Clairement, nous, en essai réel, dans les conditions réelles, on était plutôt aux alentours de 6,6 litres au 100, ce qui, avec un réservoir de 44 litres, permet d'envisager une autonomie d'un peu plus de 650-660 km, ce qui est déjà pas mal. Alors en termes de châssis aussi, on sent les économies, puisque si à l'avant on a des McPherson, des pseudo-McPherson classiques, à l'arrière on a un simple essieu de torsion. Il y a deux explications à ça. La première, c'est que ce Frontera, dans certaines versions, permet d'avoir jusqu'à 7 places avec 2 strapontins qui sont à l'arrière de la banquette, donc il fallait de la place dans le coffre pour pouvoir les placer. Une suspension trop complexe ne l'aurait pas permis. L'autre aspect, c'est que ça coûte moins cher, tout simplement. Mais petit détail intéressant également, ici on a une finition haute, GS, avec donc des roues de 17 pouces, mais malgré tout des pneus qui sont relativement hauts avec des flancs en 60. Ce sont des 215-60 R17. Théoriquement, ça devrait contribuer à un meilleur confort également, sachant que d'un point de vue esthétique, ça permet aussi de remplir un peu plus les passages de roues sans avoir des jantes trop grandes et donc trop chères. Assez parlé technique, maintenant parlons un petit peu de conduite et de confort. Donc, on rappelle, cette Opel Frontera Hybrid 145 est basée sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, qui grosso modo est la plateforme pour les véhicules bon marché, hein, on va dire ça comme ça, qui sert également pour les plus petits modèles comme la C3 ou la Grande Panda. Et donc ici, on n'a rien d'exceptionnel, un essieu de torsion à l'arrière, des McPherson à l'avant, donc des pneus à flanc relativement hauts qui doivent ménager un certain confort. Alors première chose, ici, quand on roule à pas d'homme, clairement, l'insonorisation n'est pas mauvaise, mais on sent bien que le moteur peut s'avérer bruyant. Donc ça, il n'y a pas de miracle, ça fait du bruit quand on accélère. Et donc ça peut être un petit peu gênant, mais rien de bien dramatique. Les commandes, bon, le volant n'est pas très communicatif, mais offre une résistance suffisante pour avoir une bonne sensation de conduite. La position de conduite est plutôt bonne, les sièges sont agréables et on a une voiture qui répond de façon plutôt immédiate aux injonctions dans le volant. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, là pour le moment, on évolue en mode 100% électrique. Comme on le disait, hein, en conduite urbaine, ça peut aller jusqu'à 50% de la conduite en conduite électrique. Mais dès qu'on va accélérer un petit peu, hop, le moteur thermique se met en route. Et là, forcément, ça fait du bruit. C'est un 3 cylindres malgré tout. Et ce n'est pas un bruit extraordinairement agréable, mais ce n'est pas dérangeant non plus. En termes de visibilité, on est plutôt pas mal dans cette voiture, malgré des montants de pare-brise qui sont plutôt épais. Donc là, ça va. Les commandes sont agréables et facilement accessibles. Donc l'ergonomie ne souffre pas la critique avec des vrais boutons physiques. Donc ça, c'est quand même très appréciable. C'est aussi plus économique. Hein, donc parfois, le moins, c'est mieux. Hein. On a des commandes qui sont accessibles directement pour la climatisation, etc. Donc en termes d'ergonomie, je trouve que c'est plutôt bien fait aussi. Et on a une voiture qui ne prend pas trop de roulis. C'est pas trop désagréable, le comportement n'est pas sportif, loin de là. Mais on est dans quelque chose surtout orienté confort dans le cas présent. On l'a vu avec les pneus à flanc haut. On le voit ici avec la position de conduite. Les commandes, c'est une voiture qui invite à la conduite cool, mais qui peut très bien permettre d'envisager des trajets, mais qui peut permettre d'envisager des trajets au long cours sans trop de soucis. À 5, clairement, si vous prenez l'option des 2 strapontins dans le coffre, vous n'irez pas très loin à 7. Ou alors, il faut vraiment des petits à l'arrière. Mais voilà, de manière générale, ici, on va faire exprès de passer sur la bosse et on se rend compte que voilà, au niveau suspension, c'est vraiment très doux, très progressif. Donc là, il n'y a pas de problème. On est plutôt pas mal mis et on va essayer de faire une petite accélération pour voir si la voiture reste réactive et permet d'évoluer dans le trafic sans trop de problèmes. A priori, ça ne devrait pas être le cas. On a quand même 230 Nm disponibles dès 1750 tours minute, donc c'est quand même pas mal. Voilà, la voiture répond, elle est plutôt placide, mais sans trop de problèmes à ce niveau-là. Donc c'est plutôt un bilan honorable, sans plus. Mais voilà, ici, quand on s'engage dans le virage, on sent bien que la voiture va prendre un peu de roulis. Elle n'incite pas à pousser trop fort non plus. Mais de manière générale, on n'a quand même pas une sensation de bateau non plus.
Donc c'est un bon compromis, un peu à l'allemande, donc suffisamment maintenu pour être rigoureux, mais suffisamment souple pour rester confortable. On n'est pas dans du ouaté Citroën, bien entendu, mais non, on est quand même sur une voiture qui offre un confort général plutôt agréable. On évolue sur des routes au revêtement quasi parfait ici, hein, précisons-le, donc ça joue aussi. Mais voilà. Elle doit être confortable, elle l'est. Elle doit être spacieuse, elle l'est. Elle doit être facile à utiliser, elle l'est. Donc sur ce principe, on peut dire que les prestations sont plutôt honorables pour cette voiture qui, au final, ne réclame pas beaucoup plus que 30 000 € dans cette finition haute ici, qui est plutôt bien équipée. Donc très honnêtement, le bilan est plutôt agréable au niveau de la prise en main au volant. Elle fait ce qu'elle doit faire, comme elle doit le faire, comme on attend qu'elle le fasse, sans en donner plus, mais sans être en dessous des attentes de la plupart des clients qui vont s'orienter vers ce type de véhicule. On sent la récupération, ça c'est quand même agréable. Seul petit bémol, et ça c'est quand même important, mais c'est commun à tous les modèles Stellantis hybrides en hybridation douce jusqu'à présent, c'est qu'on entend quand même beaucoup le module électrique qui siffle, etc. On l'entend quand même pas mal quand on conduit. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais bon, c'est pas un niveau dérangeant non plus ici. C'était beaucoup plus désagréable à l'époque dans le C5 Aircross, qui maintenant est remplacé, donc ils ont sûrement travaillé l'aspect. Voilà, ici on passe sur une partie avec des pavés et on se rend compte que les bruits de roulement ne sont pas quand même trop présents et en même temps on a un confort de suspension lui qui est vraiment très judicieux, très pertinent dans ses réglages. Donc voilà, c'est une bonne petite familiale économique qui consomme pas trop, qui offre des performances convenables sans plus, mais pour reprendre l'expression que beaucoup adorent, elle fait le job quoi. Et c'est peut-être tout ce qu'on lui demande à ce prix-là. Justement, les prix, on va en parler. Alors, au niveau tarif pour cette Opel Frontera Hybrid 145, on commence avec la finition édition et là, on est à 26 550 € en Belgique. Pour la finition qui nous occupe ici, une finition GS, on est plutôt à 30 050 €. Rappelons qu'il y a l'option 7 places qui peut être proposée à 800 €. Sachez-le, c'est une possibilité. Et au niveau taxe, me direz-vous, puisque c'est une voiture économique. Alors, entre Bruxelles et la Wallonie, concrètement, la taxe annuelle reste la même. C'est basé sur la cylindrée. On est à 243,41 €. Par contre, la taxe de mise en circulation change. À Bruxelles, vous êtes à 609,99 €. C'est quand même pas mal pour une voiture économique. Tandis que du côté des Wallons, on sera entre 342 et 357 € selon la configuration et donc le nombre de grammes de CO2 émis par la voiture. Voilà un petit peu pour les tarifs. Ce qu'on retiendra donc de cette voiture, c'est que de manière générale, il y a des aspects pratiques et une vie à bord très agréable, la possibilité d'avoir 7 places et une consommation qui est plutôt contenue par rapport au format des véhicules et de ses prestations. Par contre, on regrettera d'une part le fait qu'il y ait quelques petites lacunes d'équipement, malgré tout, la finition qui est un petit peu plastique et la perte un peu d'identité parce que oui, il y a 2-3 éléments de style qui rappellent que c'est une Opel, mais il faut quand même aller gratter pour les retrouver. Ça, c'est un petit peu dommage, surtout quand on compare à son cousin, le Citroën C3 Aircross, qui techniquement est identique. Voilà, c'en est terminé pour cet essai de l'Opel Frontera Hybrid 145. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, on active les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.